Bonsoir, je me présente, Marie-Ève Hébert, chef de division Expérience citoyenne à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci d'être avec nous. La Ville poursuit avec vous ce soir la démarche de participation citoyenne amorcée en novembre dernier pour le projet de développement résidentiel du 371 Boulevard Saint-Luc. Rappelons-le, la rencontre de ce soir, comme celle de novembre dernier, est en amont du processus légal. L'objectif de la rencontre ce soir, c'est de permettre aux promoteurs de rencontrer les citoyens pour que son équipe puisse vous présenter le plan révisé qui a été mis en ligne le 29 avril dernier. Son équipe a modifié le plan suite à certains de vos commentaires et suggestions émis en novembre dernier. L'équipe du promoteur est également là pour répondre à vos questions, à celles qu'on a reçues en amont depuis la publication du plan le 29 avril dernier et également répondre aux questions supplémentaires que vous aurez ce soir. Soyez assurés que tous les commentaires et suggestions qui seront formulés aujourd'hui, ceux qui l'ont été avant et ceux qui le seront après la séance, seront transmis au conseil municipal et seront publiés sur le site Internet de la Ville. La rencontre de ce soir permettra donc aux élus d'avoir une lecture complète de la situation afin qu'ils puissent déterminer la suite à donner au projet. La solution technologique qu'on utilise ce soir nous permet de respecter les consignes sanitaires en vigueur, mais aussi de garder une trace écrite de vos interventions et de les rendre publiques après la séance, comme nous l'avions fait en novembre dernier. L'enregistrement de la rencontre de ce soir, la présentation PowerPoint et toutes les questions reçues en amont de la rencontre seront disponibles sur le site Web de la Ville dès lundi. Les questions et commentaires de ce soir, ceux qu'on va colliger jusqu'au 21 mai, seront aussi rendus publics. Avant de poursuivre, j'aimerais vous présenter les intervenants qui seront avec nous ce soir. Alors, tout d'abord, nous avons M. Alain Laplante, maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Marco Savard, conseiller du district 8 de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Ils vous souhaiteront la bienvenue et demeureront avec nous à titre d'observateurs pour le reste de la séance. Ils seront également avec nous ce soir M. Luc Poirier, président de l'entreprise Poirier. Bonsoir tout le monde. Simon Dontigny, urbanisme chez Développement Zone Verte. Bonsoir. Linda Bonneau, directrice par intérim du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable de la Ville de Saint-Jean. Bonsoir. Monsieur Daniel Dubois, directeur général adjoint par intérim de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Monsieur Benoît Fortin, directeur du service des infrastructures et gestion des eaux. Bonsoir. Et se joindra à nous un peu plus tard Monsieur Steve Carreau, ingénieur, planificateur des transports et circulation pour WSP. Maintenant, voici le déroulement prévu pour la rencontre de ce soir. Nous allons débuter avec le mot du maire, M. Alain, suivi du mot du conseiller du district, M. Marco Savard. Nous allons ensuite présenter les faits saillants du rapport et revenir sur les principales préoccupations qui ont été soulevées lors de la séance d'information du 11 novembre dernier. Par la suite, il y aura la présentation du plan révisé par le promoteur, suivi d'un retour sur les questions qu'on avait reçues à l'avance depuis le 29 avril et suivi de la période de questions à l'aide de la fonction QA ou QER dans le bas de votre écran. Nous allons terminer par les prochaines étapes du processus. Et la rencontre devrait se terminer autour de 21 h. Donc, je cède maintenant la parole à M. le maire Alain Laplante. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, je souhaite la bienvenue à tous les participants et je vous remercie aussi de votre participation à cette deuxième pré-consultation. Comme Marie-Ève tantôt disait, c'est une consultation qui a lieu en amont de la réelle consultation, du réel processus de changement de zonage qui devra suivre dans les prochaines semaines. Donc, le but de ce soir, c'est un peu de faire le bilan de la première rencontre, mais aussi d'être à votre écoute sur l'évolution du projet. Monsieur Poirier, mais aussi le conseil municipal souhaite procéder rapidement avec ce projet-là. Il y a un enjeu de l'élection. Un promoteur qui voudrait aujourd'hui déposer un tel projet ne serait même pas considéré par notre service d'urbanisme vu le délai très court avant la tenue de l'élection. Donc, M. Poirier a pris la décision d'enclencher rapidement le processus pour pouvoir passer dans les différentes étapes de changement réglementaire avant l'élection, ce qui était avec lequel le Conseil était évidemment en accord. On est d'avis que le projet qui vous est présenté ce soir
va réellement amener une plus-value pour la ville de Saint-Jean, mais aussi, surtout, une plus-value à votre quartier hein, qui était juxtaposé à une cour à scrap. Mais évidemment, le projet qui est présenté nécessite un changement de zonage. Et ce qui dit changement de zonage dit accord des voisins. De là, cette étape de consultation pour entendre ce que vous avez à dire. Et évidemment, M. Poirier et le conseil de ville souhaitent votre approbation. Donc, à nous la responsabilité maintenant d'être à votre écoute. Donc, merci pour votre participation. Merci pour vos commentaires, les mémoires que vous avez envoyés, les questions, les suggestions que vous ferez dans l'avenir. Merci pour votre collaboration et espérons que nous pourrons être à votre écoute et que le projet pourra voir le jour si telle l'approbation des citoyens. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Laplante. Je vais maintenant céder la parole au conseiller du district, Marco Savard. Alors, merci Marie-Ève. Bonsoir à tous, citoyens riverains de Saint-Jean. D'abord, merci pour votre présence ce soir. Je pense que c'est un dossier qui est une idée d'un second projet, un sujet assez interpellé là, depuis les dernières semaines, puis depuis même la rencontre du 20 novembre de l'année passée. Le rôle de conseiller, c'est d'être à la préoccupation des citoyens, d'être à leur écoute, puis aussi de faire le pont entre le promoteur et aussi la ville. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes là ce soir, vous m'avez interpellé, appelé, on a eu plusieurs discussions. Ce que j'en retiens des discussions qui ont été entreprises, évidemment, c'est vos préoccupations. Dans les préoccupations, vous me faisiez part, entre autres, évidemment, c'est la qualité du secteur, puis maintenir votre qualité de vie. Je pense que c'est très important, puis c'est très louable aussi. Sur plusieurs points, évidemment, que vous allez avoir la chance durant la soirée de voir réaborer des dires qui se sont dit durant les 6 derniers mois. Mais moi, je prends en considération ce qui a été dit, entre autres, de la part de mes citoyens, c'est quand même très raisonnable par rapport à leurs demandes. Les citoyens me font part constamment, il n'est pas question de nuire ou pas de nuire, mais si on veut de s'empêcher de nuire au projet. Tout ce qu'ils veulent, eux autres, ils veulent maintenir évidemment leur qualité de vie avec des critères et des exigences qui sont quand même avec des objectifs raisonnables puis entre autres réalisables. Donc, comme je mentionnais tantôt, le point de faire mon rôle, c'est de conseiller, entre autres, la ville et aussi le promoteur. Mais définitivement, ce projet-là peut atteindre les objectifs d'acceptabilité sociale. Mais avant de procéder au changement de modification de zonage, on doit atteindre cet objectif-là avec les citoyens de mon secteur que j'ai discuté et rencontré durant les derniers temps. Donc, moi, je considère que de développer un projet, on connaît toute la configuration, les gens qui sont à l'écoute savent très bien où c'est localisé. Ça prend l'harmonie pour présenter un projet de cette ampleur-là. Il y a beaucoup de contraintes, entre autres, par rapport à la construction qui va être à venir, la circulation des rues locales. C'est ces contraintes-là que les gens veulent les gens veulent comprendre, que le promoteur soit à l'écoute de ce contexte-là. Ce qui est très important d'ailleurs, parce que si vous voulez avoir l'acceptabilité sociale d'un projet, si on n'atteint pas ces objectifs-là, ça va être périlleux d'arriver à la demande de modification de zonage, qu'elle soit acceptée. Donc, le rôle qu'on doit faire pour cette étape-là, c'est de reprendre toute l'information qui va nous être fournie, puis de la remettre à la table de discussion pour voir si on est capable de faire le lien entre le citoyen puis arriver avec une conciliation. Moi, je crois que c'est possible d'y arriver. Cependant, il va y avoir des situations à régler avant le prochain processus de modification, de changement de zonage. Donc, il reste un petit step à atteindre. Je pense que c'est comme je mentionnais, c'est raisonnable. Je crois que c'est réalisable, souhaitons-le. Mais je reste quand même dans la même situation. Je continue à persévérer, à être à l'écoute de mes citoyens. Puis, gênez-vous pas s'il y a des questions ou des choses à me faire part. Continuez votre démarche de communiquer avec moi. Puis à ce moment-là, moi, je vais être aussi en mesure de transmettre l'information aux membres du conseil pour la décision qui s'en vient prochainement pour la présentation de la modification de changement de zonage. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et Marie-Ève, écoute, bonne présentation. J'ai hâte d'entendre la suite. Merci, M. Savard. Donc, nous allons maintenant faire un bref retour sur l'échéancier du projet du mois de novembre pour nous mener jusqu'à la soirée de ce soir.
Alors, cette démarche de participation citoyenne s'est amorcée le 11 novembre 2020 avec une première séance d'information. L'objectif de cette rencontre était de recueillir les préoccupations et commentaires face à un premier concept du projet de développement et de pouvoir répondre aux questions des citoyens. Les citoyens ont eu jusqu'au 27 novembre après la rencontre pour partager les questions et commentaires. En décembre-janvier, la Ville a procédé à la rédaction du rapport de consultation et surtout à la collecte d'informations pour répondre aux questions reçues. On peut changer de diapositive, merci. Donc, le 24 février, le rapport de consultation a été présenté au conseil municipal. Ce rapport et l'enregistrement de la séance de consultation de novembre sont accessibles sur la page Internet de la Ville qui est consacrée au projet. On constate que le processus a permis de récolter 200 questions et commentaires entre le 11 et le 27 novembre. Les préoccupations captées pouvaient être regroupées sur cinq grands enjeux. La circulation, les écoles, la densification, la qualité de vie et le développement global du secteur. Par la suite, le 16 mars, il y a eu la présentation d'un premier concept d'aménagement révisé au conseil municipal et un retour sur les préoccupations citoyennes exprimées. Le 9 avril, le rapport de consultation a été mis en ligne avec la liste des questions reçues ainsi que les réponses. Le 20 avril, il y a eu une présentation d'un nouveau concept au conseil municipal qui a été jugé comme un compromis acceptable entre les préoccupations évoquées et les impératifs de l'entrepreneur. Le conseil tenait à obtenir le pouls des citoyens et citoyennes sur ce nouveau projet. Le nouveau plan a par la suite été présenté au comité consultatif d'urbanisme, au CCU, le 21 avril et au comité sur l'environnement et le développement durable de la Ville le lendemain, soit le 22 avril. Comme l'a mentionné M. le maire, en raison des élections municipales qui auront lieu à l'échelle du Québec, l'échéancier des prochaines étapes a ensuite été déterminé en considérant que plusieurs processus d'urbanisme sont compressés et doivent être en suspens dans les mois précédant la tenue du scrutin. Le nouveau plan, celui dont vous avez pu prendre connaissance, a été mis en ligne le 29 avril et accessible à tous les citoyens. Par la suite, vous avez été invités à nous faire part de vos questions ou commentaires sur ce plan et à assister à la rencontre de ce soir. Nous allons maintenant passer à la présentation du plan révisé. Pour le faire, j'invite maintenant la parole à M. Luc Poirier qui vous dira un petit mot de bienvenue et ensuite à M. Simon Dontigny, urbanisme de développement zone verte. Donc, M. Poirier et M. Dontigny, à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. En tant que propriétaire de la cour à scrap de Boucher, je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Je peux vous confirmer qu'on vous a entendu et que je crois que vous allez être très heureux des modifications qu'on a apportées au projet ainsi que l'énorme terrain qu'on va donner gratuitement à la Ville. Nous avons des dizaines, voire des centaines de citoyens du secteur qui ont très hâte de voir débuter ce projet. Je vais céder prochainement la parole à Simon Dontigny, consultant en urbanisme. Il va vous présenter le nouveau projet, les grandes lignes du nouveau projet que nous souhaitons développer sur le site de la cour à scrap et surtout les nombreux changements que l'on a faits suivant les questions et commentaires que nous avons reçus de vous et de la Ville de Saint-Jean. Se joindront à nous également un peu plus tard Steve Caro, qui est ingénieur pour WSP en circulation et qui viendra répondre à vos questions concernant les questionnements sur la circulation. Alors, Simon, sans plus tarder, je te cède la parole. Merci beaucoup. Merci, M. Poirier. Merci, Luc. Alors, si on peut commencer la projection, excellent. Donc, bonsoir tout le monde. Effectivement, en fait, comme Luc l'a si bien dit, et Mme Hébert, on a bien entendu en fait vos commentaires et je crois effectivement que vous allez être heureux, en fait, vous allez apprécier, je crois, tous les changements en fait, qui ont été faits. Donc, pour ceux et celles en fait, qui n'avaient pas assisté à la première rencontre, donc je suis Simon Dontigny de la firme Développement Zone Verte et j'accompagne Luc Poirier dans le cadre du développement du projet Domaine des légendes. Nous vous présentons ce soir un projet revu et corrigé à la suite des différents commentaires reçus de la part des citoyens du secteur ainsi que des commentaires de la Ville de Saint-Jean. Un des enjeux principaux soulevés était la circulation. Nous avons donc porté une très grande attention. L'ajout d'espaces verts très importants ont été prévus au projet.
Voici donc le projet d'aujourd'hui. Donc, une petite mise en contexte sur l'emplacement. Effectivement, l'ancienne cour à scrap située en plein milieu d'un quartier résidentiel. Une superficie de près de 132 000 m², soit près de 1,4 million de pieds carrés, qui est actuellement formée en 4 numéros de lot qu'on voit ici à l'écran. Ensuite, les espaces verts qui sont situés au projet. Si on commence sur la droite de l'écran, donc on parle d'un espace vert, un ajout très important, un très gros morceau. On parle d'un morceau de plus de 128 000 pieds carrés qui est cédé à la ville dans le cadre des espaces verts. Ensuite, dans le haut de l'écran, on parle d'une zone de conservation adjacente au golfe. Ensuite, on parle d'un parc central qui est rattaché au parc des inventaires, un parc linéaire central avec un sentier pédestre. On a un lien connectant vers la rue Labrosse, qui est complètement sur le côté gauche. Donc, on a un total impressionnant de plus de 26 000 m², donc soit 280 000 pieds, environ 280 000 pieds d'espace vert au bénéfice des futurs résidents du quartier, mais aussi des quartiers adjacents. Donc, le projet dans sa globalité, un projet offrant très peu de circulation dans les quartiers avoisinants, qui est un enjeu très important, et un projet vert offrant un milieu de vie de qualité, une typologie de bâtiments variés et des espaces boisés. Maintenant, la comparaison entre les deux projets, donc le projet de l'automne dernier qu'on voit dans le bas et le projet qu'on vous présente aujourd'hui, qu'on voit dans le haut de l'écran. Donc, si on part sur le côté gauche de l'écran, donc on part sur le côté multifamilial, donc on parle d'un réaménagement des allées de circulation et des sorties véhiculaires. Maintenant, 100% des véhicules du secteur multifamilial sont maintenant dirigés vers le boulevard Saint-Luc. Dans la version précédente, certains véhicules, une bonne partie des véhicules du projet multifamilial, donc circulaient vers la rue des Fortifications, ce qui a été retiré. Ensuite, on parle d'une bonification de la zone tampon qui est proposée sur le côté de la rue des Fortifications. Donc, on a plus de 58 pieds qui séparent le bâtiment, le dernier bâtiment multifamilial au terrain voisin. Et une plantation d'arbres de bon calibre est prévue sur un talus naturel. Ensuite, on parle du retrait routier, un des ajouts importants, une des modifications très importantes. On parle du retrait du lien routier entre les deux portions du projet, ce qui évite, entre autres, deux éléments. L'élimination des transits entre les quartiers et une réduction importante de la possibilité de circulation automobile. Ensuite, le retrait des maisons de ville en plein centre du projet laisse en place un espace vert intéressant. Cet espace vert permettrait également une connexion vers le parc des inventaires. Ensuite, nous avons l'ajout d'une bande verte qui est dans le haut du plan, donc une bande de conservation boisée de plus de 16 mètres de large qui donne sur le long du golfe. Un espace vert qui permettra une belle percée visuelle sur un boisé, donc qui est dans le prolongement de la rue des Échevins. Et l'espace vert, en fait, qui est complètement sur la droite, donc un espace vert énorme qui remplace une bonne partie du secteur que nous avons prévu éventuellement en bâtiment plus imposant. Donc, si on voit dans le bas, en fait, c'était le projet que nous étions en conception en échange avec Luc Poirier. Donc, nous avions l'intention, en fait, à cet endroit-là, de mettre un projet, en fait, de proposer un projet de l'ordre de 240 pas. Par contre, suite à différents échanges avec la ville, Luc Poirier a cédé, en fait, une grosse portion du terrain à cet endroit-là, ce qui donne l'ajout d'espace vert qui est très intéressant. Ensuite, sur la diapositive suivante, nous voyons ici la typologie. Donc, une belle variété de typologies est prévue. Nous allons de la maison unifamiliale isolée, jumelée, de la maison de ville, ainsi que le secteur multifamilial qui est complètement sur la gauche. Ensuite, sur la diapositive suivante, nous voyons ici les différentes perspectives des bâtiments qui pourraient être prévus. Donc, on parle de bâtiments isolés, de bâtiments jumelés. Sur la diapositive suivante, on parle de bâtiments effectivement jumelés encore et on parle de quelques maisons de ville, quelques inspirations également de maisons de ville. La diapositive suivante, ici, on parle du secteur multifamilial, donc le secteur qui était sur la gauche, qui sort maintenant à 100% sur le boulevard Saint-Luc. Ensuite, ici, on voit la bonification de la zone tampon. Donc, on est venu détailler, illustrer de façon un peu plus claire.
Donc, la bonification de la zone tampon entre les bâtiments multifamiliales et la dernière maison sur la rue des Fortifications. Un talus de 3 à 4 pieds de hauteur avec une plantation sur les dessus avec des conifères, donc des conifères qui vont être plantés en quinconce, qui à maturité pourraient atteindre facilement une cinquantaine de pieds. Des conifères qui auront déjà 2 à 3 mètres dès leur plantation afin d'assurer un écran visuel rapide. Donc 2 à 3 mètres avec l'ajout d'un talus de quelques pieds, donc de 1 à 1,5 m de hauteur déjà. Ensuite, une circulation sécuritaire. Donc, déjà un très petit nombre de véhicules dans tout le secteur du projet, mais aussi une signalisation bien réfléchie. Donc, de la gauche vers la droite, on voit des panneaux de traverse piétons, on voit des panneaux de rest-stop. Donc, il y a plusieurs endroits où il y a une circulation qui est bien réfléchie afin d'assurer une sécurité dans tout le secteur du projet. La diapositive suivante, on voit les différentes sorties du projet. Donc, si on regarde sur le côté gauche, évidemment, vers le boulevard Saint-Luc, en plein centre, le secteur en bleu pâle, on va vers le nord-ouest, donc par la rue des Fortifications et éventuellement par la rue des Légendes. Et finalement, vers le sud-est, par la rue des Échevins et éventuellement par le boulevard de la Mairie. Une circulation très fluide, des artères qui sont déjà conçues et capables de prendre un flot de véhicules, d'ailleurs beaucoup plus important, qui ont été déterminés lors des dernières études de circulation. Bref, un projet avec un faible débit de circulation qui est prévu. Finalement, des sentiers pédestres, des trottoirs, près de 1,5 km qu'on voit ici, qui est montré en bleu sur le plan. Ensuite, des pistes cyclables, un lien multifonctionnel, près de 700 mètres de long, qui est montré en vert également sur le plan. Donc, un projet vert, un projet encourageant les déplacements actifs. Merci pour votre écoute. Je repasse la parole maintenant à la Ville de Saint-Jean. Bonjour beaucoup. Merci, M. Dontigny. Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions et réponses. Nous avons déjà reçu plusieurs questions et commentaires à l'avance. C'est pourquoi nous avons pu les regrouper sur quelques grandes thématiques pour favoriser le déroulement de la rencontre. Nous ne lirons pas textuellement chacune des questions ou commentaires. Nous avons gardé les questions relatives au projet et les autres seront conservées et dirigées à qui de droit. On rappelle que tous les commentaires qui sont partagés en amont, soit ceux en amont, ceux lors de la rencontre et ceux qui le seront jusqu'au 21 mai, seront inclus textuellement dans le rapport qui sera transmis aux élus et rendu public sur notre site Web avant le 25 mai. Pour chacun des thèmes, on fera tout d'abord une synthèse des commentaires qu'on a reçus pour le bénéfice de tous. On demandera aux intervenants de répondre aux questions reçues jusqu'à maintenant. Par la suite, nous vous demanderons d'utiliser le bouton Q et A, comme certains ont déjà commencé à le faire, dans le bas de votre écran pour nous adresser les questions auxquelles on n'aurait pas déjà répondu. Les grandes thématiques qui ont été déterminées selon les commentaires et questions reçues depuis le 29 avril à ce jour seront donc les suivantes. Il y a une question concernant le développement global, la circulation, les écoles, la qualité de vie et les caractéristiques du projet. Puis on aura une petite question varia pour ce qui n'aurait pas déjà été adressé. On va essayer de fixer une durée d'environ 15 à 20 minutes pour chacune des thématiques afin de respecter notre engagement de terminer la rencontre autour de 21 h. Il y a des techniciens qui sont avec nous pour nous assister pour la période de questions. On va essayer d'adresser chacun des commentaires selon les thèmes dans ce délai. Si nous n'avons pas le temps de passer tous les commentaires en revue ce soir, je vous rappelle qu'ils vont être présentés au conseil municipal et aux promoteurs par la suite et accessibles sur le site web de la Ville d'ici au 25 mai. Puis vous aurez, après la séance de ce soir, jusqu'au 21 mai pour nous acheminer les commentaires ou questions supplémentaires suite à la séance. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Avant de débuter, avec la période de questions et la première thématique, nous aimerions répondre aux citoyens qui ont interpellé la Ville à savoir pourquoi avoir présenté un plan révisé plutôt que d'avoir créé un comité de suivi avec le promoteur, les citoyens et l'administration municipale qui aurait favorisé une plus grande acceptabilité. Pour répondre à cette question, je céderai maintenant la parole à M. Daniel Dubois, directeur général par Enel. Merci, Marie-Ève. Bonsoir à tout le monde. En fait, les préoccupations soulevées en novembre dernier par les citoyens ont été partagées
par la Ville auprès du promoteur. Et le promoteur s'est empressé rapidement à faire le concept révisé de son projet de développement. Il y a une partie de la réponse qui a été répondue par M. le maire en introduction. Donc, on consent qu'on est en année électorale actuellement. L'élection est le 7 novembre prochain et l'ensemble du calendrier municipal, autant administratif que légal, est compressé cette année. Il était donc de la volonté des membres du conseil et de l'administration de pouvoir procéder un peu plus rapidement en considérant tout ce qui a été soulevé comme préoccupation par les citoyens en novembre dernier, en faisant un suivi auprès du promoteur qui a rapidement resoumis aux membres du conseil en mars dernier un deuxième projet, celui qui vous est présenté aujourd'hui. Les membres du conseil trouvaient que c'était un bon compromis. Et à ce moment-là, bien, on pouvait être en mesure de vous le présenter ce soir dans une formule accélérée, mais qui répondait aussi aux préoccupations que vous avez soulevées. Alors, essentiellement, il s'agit du calendrier électoral là, qui nous a amené à privilégier ce concept-là qui permet tout de même de vous consulter, de prendre en considération vos préoccupations et de les communiquer rapidement, de les considérer même après la séance de ce soir. Alors voilà. Merci beaucoup, M. Dubois. On va maintenant débuter avec le premier thème qui était sur le développement global. Alors, plusieurs citoyens nous ont partagé un commentaire suivant. Compte tenu des enjeux du secteur, notamment avec les consultations en cours pour le golfe des légendes, pourquoi la Ville n'envisage pas une stratégie globale plutôt pour le développement à Saint-Luc plutôt que de le faire à la pièce? Donc, encore une fois, M. Dubois, je vous cède la parole. Très bien. Bien, écoutez, la réponse est assez simple. Il faut comprendre que l'administration municipale travaille en fonction des orientations qui sont données par les membres du conseil. Et ce qu'on a eu comme orientation actuellement, c'est l'étude pour ce projet qui a été présenté du 371 boulevard Saint-Luc. Donc, bien évidemment, on travaille ardemment sur ce projet-là. Et si éventuellement, bien, on a considéré plus large et qu'on se fait donner une orientation beaucoup plus large et qu'on devrait étudier, naturellement, nous reviendrons auprès des citoyens pour les reconsulter dans une perspective de développement plus grande et plus large que le 371 boulevard Saint-Luc. Je voudrais quand même apporter la précision, comme il vous a été présenté un petit peu plus tôt par M. Dontigny, que la phase 2 a quand même été inclue dans la présentation d'aujourd'hui. Pour l'ensemble du concept qui sera développé pour le 371 sur boulevard Saint-Luc. Merci beaucoup, M. Dubois. Nous allons maintenant prendre les nouvelles questions sur le sujet du développement global. Pour nous permettre de répondre au plus grand nombre de questions possibles, on vous demande de limiter vos questions à l'essentiel. Toutefois, ceci étant dit, comme je le mentionnais, vos commentaires ou questions qui seront mis dans l'outil QIA dans le bas de votre écran seront partagés aux élus et à l'entrepreneur et reproduits dans un rapport qui va être publié sur le site web de la Ville. Donc, ces informations-là sont accessibles. Alors, vous pouvez utiliser, comme je vous disais, le bouton QA dans le bas de votre écran. J'ai de l'aide à la technique qui fait le suivi des questions qu'on a déjà reçues. Donc, je vais débuter par la première. Alors, la maison faisant partie de la Terre à Boucher est une maison centenaire qui a participé à l'histoire du secteur Saint-Luc, qui, rappelons-le, est apparue avant celui de Saint-Jean. Est-ce que cette maison sera conservée ou restaurée et est-ce la responsabilité du promoteur ou de la Ville? Donc, est-ce que le promoteur, vous êtes en mesure d'y répondre? Oui, je peux répondre. En fait, la maison ne nous appartient pas. La maison appartient à quelqu'un d'autre qui a été acheté. Effectivement, je crois que la Ville a une protection au niveau de cette maison-là. Donc, la personne qui a acheté la maison ne peut pas la démolir, ne peut pas la changer l'apparence extérieure, si je comprends bien. Donc, ça serait plus peut-être à la Ville parce que ça ne fait pas partie de mon projet du tout, la maison, là. D'ailleurs, on passe à côté, là, on ne lui touche pas du tout. Là. Bien, merci. Ensuite, une autre question qu'on a reçue. Que prévoit le zonage actuel? Ça, je demanderais peut-être à Mme Linda Bonneau d'y répondre. Oui. Oui,
Dans le fond, j'ai malheureusement pas de plan. Par contre, presque la totalité de la superficie du terrain visé est résidentielle, à l'exception d'une bande là, à proximité du boulevard Saint-Luc. Donc, c'est le zonage là, qui est prévu actuellement dans ce secteur-là. Résidentiel unifamilial. Merci beaucoup, Mme Bonneau. On va passer à une autre question qu'on a reçue. Alors, c'est bravo pour ce projet. Félicitations pour le don du secteur vert à la Ville. Dans ce dernier cas, comment cet espace vert s'aligne avec le futur promoteur du Golfe des Légendes? Quels sont les plans s'il y a lieu avec le Golfe de la Mairie? Un parc rassemblant ces trois entités serait un atout extraordinaire pour la municipalité et la région. Comme on fait référence au don du promoteur, je vais vous envoyer la question, M. Montigny ou M. Poirier. Nous, on donne ce secteur-là à la Ville. Ensuite de ça, ça va être à la Ville de voir qu'est-ce qu'elle fait avec. Si elle l'aménage en parc avec des utilités comme des parcs pour enfants, ces choses-là, ou qu'elle le garde en zone de conservation. Mais nous, une chose est sûre, c'est que la Ville nous a demandé cette section-là et on a gentiment accepté de le donner gratuitement. Donc, la Ville ne paye pas pour ça, donc c'est gratuit. Puis, ça va être à la Ville de décider qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette section-là. Parfait, merci. Ce n'est pas une question, mais c'est un commentaire. On dit « Je trouve le projet vraiment intéressant pour la Ville et les citoyens pensent que cet ajout sera positif. » Si on passe maintenant à la question suivante, est-ce que le sentier pédestre débouchant sur la rue Labrosse permettra le vélo? Cela permettrait de créer un lien plus direct entre le quartier des Légendes et le chemin menant aux écoles. Ne pourrait-on pas faire une piste cyclable au lieu d'un sentier pédestre? Le fait de ne plus avoir à rouler sur le trottoir du boulevard Saint-Luc serait une belle amélioration pour les gens du secteur. Monsieur Dontigny ou Monsieur Caroux, s'il est là, peut-être que c'est... vous pouvez y répondre? Effectivement, à cet endroit, pour l'instant, en fait, c'est un lien pédestre. Par contre, pour avoir des possibilités, nous pourrions discuter avec les gens de la municipalité, les gens de la ville, pour aller faire une piste cyclable à cet endroit-là. Je ne vois pas de problématique du tout. Parfait. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions concernant cet aspect-là? Donc, on a aussi une personne qui a écrit, ce n'est pas tant une question, c'est un commentaire concernant la coupe des arbres. Évidemment, il aurait aimé que les arbres soient laissés sur place. Puis, il pense que c'est un sentiment vraiment qui est partagé là, par la majorité des propriétaires concernant la coupe des arbres qu'il y avait. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions concernant le développement global? On pourrait toujours, si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours nous les envoyer d'ici le 21 mai. Donc, il n'y a pas de problème. On peut passer maintenant au thème suivant, qui serait celui de la circulation. Alors, d'entrée de jeu, je vais résumer un peu un commentaire qui a été partagé par plusieurs citoyens. Alors, plusieurs ont exprimé le commentaire suivant. Soit que les points de sortie prévus pour les véhicules demeurent à leur sens problématiques. Les citoyens ont mentionné ne pas se sentir rassurés par ce plan quant au volume de la circulation, la vitesse et la sécurité dans le quartier concerné. Certains ont mentionné que le prolongement de la rue des Fortifications n'est pas à leur sens une option. Outre ces commentaires, on a également reçu plusieurs questions concernant la circulation, précisément en amont de la séance. Je vais commencer avec celles qu'on avait reçues à l'avance, puis je vais passer aux autres questions, aux nouvelles questions par la suite. Alors, pour la première question, le plan proposé est encore plus dense que le précédent et il n'y a pas vraiment de modification au niveau des points de sortie pour les véhicules. En quoi cette nouvelle version du plan répond-elle aux préoccupations énoncées précédemment par les citoyens? Monsieur Dontigny, je vais vous laisser la parole. Excellent. En fait, tantôt, j'ai présenté les modifications qu'on a faites au plan. J'espère que ça va avoir permis peut-être d'avoir une meilleure compréhension. Des fois, effectivement, ce n'est pas toujours évident quand on n'a pas les deux versions de plan devant les yeux. Il y a des modifications qui ont été faites d'une façon très, très importante au niveau de la circulation. Donc, si on commence, en fait, c'est que dans le projet initial, il y avait près de 50% des véhicules qui provenaient du secteur multifamilial qui circulaient vers l'intérieur du projet, donc soit par la rue des Fortifications ou par la rue des Échevins. Et maintenant, dans la version actuelle, c'est vraiment 100% des véhicules qui sortent sur le boulevard Saint-Luc. Ensuite, à l'intérieur de tout le projet, donc il y a le lien entre les deux qui a été coupé. Donc, il y a uniquement 24% des véhicules au niveau unifamilial et isolés, jumelés et les maisons de ville qui circulent maintenant vers la rue des Échevins, vers la rue des Fortifications.
et 76 % donc vers la rue des Séchevins, vers le bas. Donc, effectivement, en fait, on a porté une très grande attention. Ça a fait partie des préoccupations les plus importantes sur lesquelles on s'est soucié, en fait, autant de ce côté-là et les espaces verts. Et on a voulu vraiment faire des modifications très importantes à ce sujet-là. Parfait. Une question suivante qu'on avait reçue à l'avance. Est-ce qu'il est prévu que la circulation de résidences multifamiliales sur 3 et 4 étages se ferait directement via le boulevard Saint-Luc? Sinon, précisez. Si oui, pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons le reste des résidences multifamiliales et les résidences des nouvelles rues nommées A ou des fortifications ne circuleraient pas également directement via le boulevard Saint-Luc plutôt que de densifier la circulation dans le quartier des Légendes? Je crois que ce thème-là avait déjà été traité dans la première étude de WSP, donc je céderai sur la parole à M. Caron, s'il vous plaît. Oh, votre micro. On ne vous entend pas, M. Caron. Monsieur Dontigny, est-ce que vous pouvez… Oui, tout à fait. Donc, la première partie, en fait, de la question, donc, à savoir, est-ce que les bâtiments multifamiliaux peuvent circuler directement sur le boulevard Saint-Luc? Donc, oui, exactement, c'est bien ce qu'on a fait dans les dernières versions. Et ensuite de ça, pour la deuxième partie, donc, pourquoi tout le projet ne sort pas directement sur le boulevard Saint-Luc? Donc, c'était suite à des échanges, et M. Caron pourra nous aider peut-être si jamais il se connecte, mais il y avait des échanges avec le MTQ et la ville. Donc, à ce sujet-là, car effectivement, notre premier plan, en fait, on parlait d'accès directement vers le boulevard Saint-Luc pour l'entièreté du projet, mais ça n'avait pas été possible pour différentes raisons techniques. Je vous remercie. Alors, la deuxième question. Pour ralentir le trafic, pourquoi ne pas mettre une piste cyclable dans toutes les rues du secteur et aller rejoindre aussi le nouveau domaine pour la sécurité des enfants? Donc, nous avons prévu effectivement plusieurs pistes cyclables et trottoirs sur tout le site, effectivement, afin d'encourager les déplacements actifs. Les tracés des rues sont conçus en évitant les grandes lignes droites afin de bien contrôler le trafic. Et effectivement, vous avez raison, la sécurité des enfants est excessivement importante. Donc, le projet a été conçu afin d'éviter d'en faire une piste de course, assurément. Parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah, OK. Super. Je suis désolé. Est-ce que vous vouliez rajouter des points sur les questions qu'on a présentées déjà ou M. Dontigny a bien fait le tour? Oui, non, c'était correct. Excusez, j'avais des problèmes avec mes écouteurs. Ah, c'est le virtuel. Merci. Alors, je vais passer à la prochaine question qu'on avait reçue à l'avance. Avez-vous planifié une étude sur les impacts de circulation avec ce nouveau plan? Peut-être aux promoteurs d'y répondre. L'étude initiale était déjà très positive, excusez-moi, j'ai pris la parole, était déjà quand même très positive et on a réduit grandement en fait la circulation. Donc, une nouvelle étude, nous avons considéré en fait qu'une nouvelle étude n'était pas nécessaire puisque la première était positive et nous n'avons que réduit l'ensemble de la circulation dans tous les secteurs. Merci beaucoup, M. Dontigny. Je vais passer à la prochaine. Serait-il possible d'envisager qu'il y ait une sortie par la rue des Fortifications, c'est-à-dire au coin des rues Fortifications et rue Léger? Donc, je crois que c'est un point, là, comme ça concerne la circulation. Je vais vous céder la parole, M. Caron. Je ne comprends pas la question. Juste la sortie à la fortification, que les gens sortent juste par là ou… Serait-il possible d'envisager qu'il y ait une sortie par la rue des Fortifications Est, c'est-à-dire au coin des Fortifications et rue Léger? Parce que je ne comprends pas la question par rapport au concept. Là, Bien, écoutez, en fait, ce serait dans le coin en bas à gauche, en fait, sur mon plan. Okay. Et non, en fait, cette option-là n'avait pas été envisagée. En fait, cette portion-là de circulation rapidement avait été fermée dès le départ pour différentes questions. Oui, c'est à cause du transit. On créait plus de transit dans le secteur local par rapport au plan existant qui a été proposé le dernier. Ah, parfait. Merci. Je vais passer à la prochaine question qu'on avait reçue. La piste cyclable traverse beaucoup d'entrées charretières, causant beaucoup de résistance et de conflits entre les cyclistes et les automobilistes. Surtout que la plupart se stationnent de face et donc reculeront dans la piste cyclable sans s'apercevoir les cyclistes venant en contresens. Avez-vous songé à avoir un espace de stationnement qui ne traverserait pas la piste cyclable? Par exemple, un stationnement sur rue. M. Dontigny, je vais vous voir. Excellent. En fait, les citoyens et la Ville souhaitent avoir effectivement des pistes cyclables, ce avec quoi nous sommes d'accord, ainsi qu'une basse densité, ce que nous avons réalisé en fait sur le plan. Évidemment, ça l'amène par la bande en fait différente, une quantité d'entrées charretières qui est relativement équivalente à tout ça et quelques traversées de pistes cyclables.
Donc, c'est une obligation, malheureusement, donc nous avons des pistes cyclables sur la rue. Par contre, c'est un très petit secteur, pas beaucoup de véhicules. Et que du stationnement sur la rue, en fait, ce ne serait pas viable et ce ne serait pas très agréable, selon nous, en fait, peut-être d'avoir beaucoup de véhicules sur la rue directement. Écoute, ce ne serait pas viable comme solution. Parfait, merci. Alors, pour la question suivante, avez-vous envisagé de rendre la boucle en sens unique? Je crois que ça concerne la circulation. M. Carreau, est-ce que vous voyez? Oui, bien, je ne vois pas la nécessité. En fin de compte, vous allez avoir plus de véhicules qui vont faire la boucle au complet, plus de véhicules dans le secteur local. Vous êtes mieux d'avoir un double sens pour que les puissent sortir. Souvent, on met les sens uniques pour éviter le transit, mais vu que votre secteur est déjà enclavé, vous éliminez le transit interquartier. Fait qu'il n'y a pas de problématique à avoir avec ça. Fait que le sens unique ne serait pas nécessaire. Parfait, merci. Alors, on a ensuite demandé, plusieurs citoyens ont demandé si la Ville comptera faire une étude indépendante pour analyser la densité actuelle et prévisionnelle pour la circulation et les infrastructures. Ou encore, les mesures concrètes que la Ville prendra pour réduire la vitesse de circulation, pour assurer la sécurité des citoyens, des rues, des fortifications et des légendes advenant la concrétisation du projet. Donc, pour répondre à ces questions, je vais céder la parole à M. Benoît Fortin, directeur du service de gestion des eaux. Donc, bonjour. En lien avec ça, bien évidemment, le projet qui est présenté ce soir avec le nouveau tracé de réseau routier, tout ça, on comptait, bien entendu, obtenir les commentaires des citoyens. Par la suite, il y aura une analyse complète, davantage d'ingénierie, je dirais, qui sera complétée par le promoteur, ses professionnels en collaboration de la Ville et en matière de circulation, des éléments, que ce soit au niveau de l'accalmie du trafic ou l'apaisement, disons, de la vitesse. Même chose au niveau des infrastructures. Ce sont toutes des études qui vont être éventuellement revisées, complétées, et à la lumière de ça, il y aura des recommandations qui feront partie, en fait, des recommandations globales au conseil municipal pour la fin d'approbation du projet pour le 25 mai prochain. Merci beaucoup, M. Fortin. On a maintenant épuisé les questions qu'on avait reçues à l'avance. On va passer aux questions dans l'outil QA. Je vous demande vraiment d'utiliser cette fonction-là. Donc, on va vraiment répondre à les questions qui ont été mises dans cet outil pour nous permettre justement d'avoir une trace écrite, de générer le rapport et de les rendre publics par la suite. Alors, la première question qu'on avait reçue, une nouvelle question ce soir, pourquoi ne pas enlever les deux locatifs du côté ouest, 40 portes, et faire déboucher, j'imagine, les 47 portes sur le boulevard Saint-Luc et non les faire déboucher sur des fortifications. Je vais, M. Dontigny ou M. Carreau, comme ça concerne un peu le projet, je vais vous envoyer la question. Je pourrais commencer en fin de compte. Simon, est-ce que tu veux commencer? Ça ne me dérange pas. Non, vas-y, Steve, il n'y a pas de problème. OK. En fin de compte, c'est parce que le ministère des Transports préconise que la hiérarchie se fait par des collectrices et des artères avant de se connecter aux routes nationales. Fait qu'on ne peut pas tout connecter le réseau sur le réseau du ministère des Transports. Fait qu'on faut faire des connexions interquartiers avant. C'est la raison pourquoi il a été connecté comme ça. Et si je peux me permettre d'ajouter, en fait, sur le côté urbanistique, sur le côté de la conception, nous sommes pas sûrs, en fait, que ce serait un projet qui serait très intéressant d'avoir une rue qui passerait sur le côté des maisons et ensuite de ça, près des commerces. Donc, c'est pour cette raison-là que nous l'avons développé de cette façon en collaboration avec la Ville. Parfait, merci messieurs. Alors, une autre question ou commentaire. Bonjour, vos pistes cyclables ne mènent nulle part sauf pour tourner en rond. C'est mieux, mais les immeubles locatifs n'ont pas leur place. Donc, c'est davantage un commentaire. Ensuite, on a une autre question. Est-ce que la zone tampon du côté des légendes sera la même que celle qui sera du côté de la rue Léger? Sinon, justifiez pourquoi. Je vais vous passer la question, M. Dontigny. Excellent. Non, c'est pas effectivement. Écoute, effectivement, ce n'est pas exactement la même. Sur le côté de la rue des Fortifications, en fait, dans le haut, il va y avoir un talus avec quelques arbres. Et sur le côté du bas, il y a un lien, en fait. Donc, il y a une portion de terrain qui est vraiment cédée à la Ville, donc un espace vert avec un lien pédestre. Donc, la forme de la zone tampon, en fait, est tout simplement différente, mais dans les deux cas, il y a effectivement une zone tampon qui est prévue entre les maisons et les bâtiments multifamiliaux.
Merci beaucoup. Je vais maintenant lire davantage un commentaire. Alors, ça dit à l'OATA, je voudrais réitérer que des fortifications ouest ne doivent pas être débloquées. C'est une préoccupation qui avait été soulevée en amont, comme j'avais dit dans les commentaires déjà reçus et qui semble demeurer. Alors, 47 portes apporteraient 100 voitures ou plus sur la rue des Fortifications et des Légendes. Cela est possible et impensable. Les gens mentionnent leur inquiétude au niveau de la circulation, la tranquillité, la qualité de vie. Puis, évidemment, au niveau des semi-détachés, les maisons de ville, des petites maisons, ils croient que ça vient briser un peu l'homogénéité du quartier. Que vraiment, c'était le commentaire qu'ils souhaitaient partager. Ensuite, on a eu une question concernant le sentier pédestre. Alors, est-ce que le sentier pédestre débouchant sur la rue Labrosse permettra le vélo? Cela permettrait de créer un lien plus direct entre le quartier des Légendes et le chemin menant aux écoles. Ne pourrait-on pas en faire une piste cyclable au lieu d'un sentier pédestre? Je crois que cette même question-là, dans une forme légèrement différente, avait été posée. Et effectivement, je crois que ça pourrait être possible. En fait, nous pourrions échanger avec la Ville à ce sujet-là. De notre côté, nous pourrions facilement faire les ajustements. OK, parfait. Ensuite, on avait une question qui disait « Pourquoi continuez-vous à déverser la circulation du nouveau projet sur la rue des Fortifications et le boulevard des Légendes? » Ça, je pense que vous aviez déjà répondu en amont. Mais on repartage que la question là, elle a été soulevée à plusieurs, elle a été soulevée à nouveau. Ensuite, on avait ici un autre commentaire qui disait « On ne veut pas non plus de stop partout avec des voitures qui freinent et redémarrent sous nos feux. » Donc, c'est un commentaire qu'on avait reçu. Ensuite, on a une autre question concernant la circulation. Allez-vous faire une modification pour la sortie des logements sur le boulevard Saint-Luc, puisque la sortie mène seulement vers la droite et non vers la gauche aussi, comme sur votre plan proposé? Steve, est-ce que je peux te laisser répondre à cette question-là? Je pense que l'ouverture du terre-plein central était ouverte. Là. Il n'y avait pas de problème dans les deux directions, à moins que le plan ait été changé, mais il y avait les mouvements étaient permis. Moi, je peux répondre. Je crois que la Ville, au départ, on voulait tout sortir le projet sur le boulevard Saint-Luc et autant la Ville, qu'est-ce qu'il me disait, c'est que la MTQ ne veut pas du tout que ça soit le cas. D'ailleurs, tu l'as bien expliqué d'ailleurs. Puis, la MTQ veut vraiment, parce que c'est un coin dangereux, à cause qu'il y a une courbe là, dans le terre-plein central. Le boulevard, il y a une courbe. Donc, à cause de ça, la MTQ veut absolument que quand on sort là, qu'on tourne à droite vers le nord. Absolument. Une question de sécurité, oui, effectivement. Parfait. OK. Si on dit 76 de la circulation des jumelés unifamiliales qui passent par des échevins, on parle de combien de véhicules de plus quotidiennement selon vos prévisions? Est-ce que vous avez la donnée? Je n'ai pas la donnée avec moi, mais si les données sont encore. Les véhicules, ce n'est pas une grosse génération de débit. Les hauseurs de pointe, ce n'est pas important. C'est un débit qui est représentatif d'une rue locale, d'une collectrice à l'intérieur. Puis en plus, vous avez coupé à l'intérieur le transit inter-quartier, fait qu'il n'y a pas de débit important dans ces rues-là. OK, parfait. On avait une autre question qui disait quels sont les critères que vous utilisez pour affirmer qu'il s'agit d'un projet de basse densité? Au promoteur, j'imagine. Tout à fait. Donc, c'est vraiment au niveau de la densité, en fait, que nous avons prévu l'unifamilial, que ce soit de l'unifamilial isolé, jumelé ou de la maison de ville, donc ce qui est reconnu comme étant de la basse densité. Si on parle de moyenne densité, on peut aller peut-être vers le triplex, le 4 logements, le 6 logements, et même jusqu'au 12 à 18 logements peut-être. Et quand on parle vraiment de haute densité, en fait, on va parler de bâtiments vraiment à plusieurs étages, donc 6, 8, 12 étages et plus, donc ce qui représente de la haute densité. Donc, quatrièmement, le projet, nous l'avons conçu avec vraiment de la basse densité. Parfait. Je pourrais rajouter aussi que je fais beaucoup de projets dans plusieurs villes et c'est de loin le projet le plus bas densité qu'on fait. Habituellement, les villes veulent beaucoup plus de densité. C'est la première fois qu'on me demande aussi peu de densité. Merci beaucoup. On a eu une question à l'effet. Est-ce qu'il y aura des mesures anti-bruit tout au long de la construction? Est-il possible que des camions et autres véhicules pour la construction passent uniquement par le boulevard?
Ben, je peux répondre un peu à ça. C'est que dans toutes les villes au Québec, là, il y a des règlements, des lois et règlements au niveau des bruits, tout ça. Donc, les constructions ne pourront pas commencer avant telle heure et finir après telle heure. Et il y a des notions de décibels également. Puis, au niveau des accès, ben, c'est certain qu'on n'aura pas le choix de prendre les accès, puisqu'à un moment donné, les multiplexes, ils vont être en construction, donc on ne pourra plus passer par là, mais c'est certainement au début, là, on va faire un accès par le boulevard Saint-Luc qui va améliorer. Mais soyez certains qu'il y a tellement de demandes de gens, même du secteur, qui ont hâte d'acheter à cet endroit-là, que le projet va se développer très, très, très rapidement. Donc, les routes vont se construire rapidement et les maisons vont tous se construire rapidement. Comme je vous ai dit, c'est un projet qui est tellement de basse densité qu'on n'a pas beaucoup d'unités à vendre. Donc, on pense en dedans de 5-6 mois, tout va être vendu. Puis en dedans d'1 an et demi, tout devrait être construit, là. Donc, il n'y aura pas de problème à long terme de ce côté-là du tout, là. Merci beaucoup. Alors, c'est davantage peut-être un commentaire qu'une question, mais si vous sentez que vous voulez intervenir, vous pouvez le faire. Alors, la connexion interquartier devrait sortir sur la rue Léger au lieu des Légendes. Le quartier des Légendes devrait être en lien avec le nouveau quartier par la passerelle piétonnière. Je pense que vous aviez parlé de la rue Léger avant. Si vous voulez, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pour vous, la question a été répondue? Moi, je pourrais rajouter que le projet là, en tant que tel, là, il y avait 4 rues qui débouchaient sur ce terrain-là. Donc, le terrain de Coascrap. Donc, il y avait 4 rues qui devaient déboucher. Donc, ça fait des dizaines d'années qu'il y a un projet qui est supposé d'aller là. Donc, je veux dire, de dire aujourd'hui qu'on ne savait pas qu'elle allait avoir un projet, ben, c'est inconcevable, là, parce que la Ville, depuis des années, veut que la Coascrap s'en aille pour faire un projet qui est plus en relation avec les quartiers avoisinants. Merci beaucoup. Alors, c'est un commentaire davantage qu'une question, mais je vais vous lire. Si tous les véhicules tournent à droite sur Saint-Luc, ils devront faire un U-turn à la lumière de la rue des Légendes pour aller dans l'autre direction. Ce coin est dangereux pour les piétons. Il faudrait trouver des moyens pour réduire le risque. Parfait. Ensuite, on avait eu une autre question. Les résidents vont traverser le boulevard Saint-Luc et prendre les rues France et autres pour couper le trafic qui est déjà lourd sur Saint-Luc. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à propos de ce sujet-là ou vous le voyez davantage comme un commentaire? Effectivement. Parfait. Donc, on va voir au niveau de la circulation. On avait un commentaire. On a pas mal tout dit jusqu'à maintenant. On nous demandait peut-être pour la technique, lorsqu'on parle de la circulation ou pour les autres points, de rajouter le plan, si possible, quand on va répondre aux prochaines questions pour aider aux gens là, à un petit peu plus se situer. Puis, parfait. Je pense qu'à ce stade-ci, on a quand même fait le tour de pas mal de questions. Comme on vous disait, toutes les autres questions, si vous en avez d'autres, ils vont être, vous pouvez nous les acheminer jusqu'au 21 mai. Tout ce qui était transcrit vos commentaires dans l'outil QA vont également vont être dans le rapport, donc ils vont être transmis et vus par les membres du conseil et par le promoteur par la suite. Ah, on a une petite dernière qui s'est rajoutée, on va la prendre, toujours concernant la circulation. Alors, je m'interroge sur le fait de faire passer à 76 % le trafic sur des échevins. Je ne vois pas comment des échevins sont capables d'absorber ce trafic. La rue est beaucoup moins large que des fortifications à l'ouest. Est-ce que c'est un point que vous avez évalué au niveau du promoteur? Le 76 %, en fait, c'est important de comprendre que c'est le 76 % uniquement des bâtiments de très, très basse densité. Et selon les échanges en fait, que nous avions eus avec les gens de WSP, en fait, il y a effectivement la rue des Échevins et le boulevard de la Mairie qui est de très bonne capacité en fait, pour recevoir beaucoup plus de circulation. Donc, Steve, si tu veux compléter. Oui, bien, en fin de compte, comme je disais, la génération des déplacements véhiculaires est quand même de très bonne, très, très faible parce que c'est des débits très faibles aux heures de pointe. C'est, comme on disait, c'est pas des logements à haute densité. Fait que la quantité est peu importante. La capacité de la rue et de la mairie sont suffisantes pour accueillir ça. Puis les conditions de circulation sont très bonnes aux heures de pointe. Parfait.
Je vous remercie beaucoup. Donc, on va passer à la thématique suivante, qui était la qualité de vie et les caractéristiques du projet. Donc, avant de passer aux questions qu'on avait reçues en amont, je vais encore une fois faire un peu le survol des commentaires généraux qu'on a reçus des citoyens. Alors, concernant la qualité de vie et les caractéristiques du projet, il y a plusieurs citoyens qui ont tenu à souligner qu'ils ne sont pas contre le projet ou atteints du syndrome de pas dans ma cour. Ils souhaitent conserver l'intégrité de leur quartier avec des maisons unifamiliales et non du multilogement. Ils souhaitent en arriver à un consensus acceptable pour toutes les parties prenantes. Donc, c'est un commentaire qui avait été partagé par de plusieurs façons et par plusieurs citoyens. On a également eu, pour ce thème-là également, des questions précises. Alors, je vais débuter avec les questions. Pourquoi la servitude ne traverse-t-elle plus le projet du côté de la rue des Échevins, sachant que le projet au golf demeurera peut-être un parc, il serait intéressant d'y accéder par là? Monsieur Dontigny, je vais vous donner la question. En fait, tout simplement, le terrain du golf ne nous appartient pas. Nous n'avons pas, en fait, nous avons prévu plusieurs espaces verts qui pourraient permettre éventuellement des liens ou des sentiers aux besoins. Par contre, nous ne sommes pas en mesure de prendre ces décisions-là. Nous allons céder les espaces verts. Et si éventuellement il y a des liens, ça pourrait être tout à fait intéressant. Merci beaucoup. Alors, une autre question qu'on avait reçue, pourquoi ne pas s'inspirer de beaux projets comme Urbaniture à Carignan qui respectent la nature et la qualité de vie et à l'aménagement résidentiel? Monsieur Dontigny. Effectivement, je suis allé voir en fait le projet de Carignan et c'est tout à fait comparable en fait selon les petites vérifications qu'on a faites. Mais effectivement, en fait, en date d'aujourd'hui, le projet actuel, il n'y a aucune nature, en fait, donc c'est une ancienne cour à scrap. Et la mise en place de ce projet-là va permettre en fait la plantation de plus de 1000 arbres, ce qui va réellement en fait en créer un espace vert intéressant. Pour l'instant, c'est vraiment un niveau de chaleur très important. Donc, on cède plus de 280 000 pieds carrés en espace vert, ce qui est quand même excessivement important. Parfait, merci beaucoup. Alors, une autre question qu'on a reçue. Pourquoi accepter d'y mettre des jumelés maisons de ville et maisons unifamiliales d'une superficie minimale? Monsieur Dontigny. Excellent. Donc, pour l'instant, en fait, les maisons qui sont dessinées ou les terrains qui sont dessinés ne sont pas complètement finales. Ce sera aux différents constructeurs de décider et d'évaluer avec la ville ce qu'ils désirent construire directement. Donc, même on considère qu'à la fin, il devrait y avoir un peu moins d'unités construites que sur le plan actuel. Parfait, merci. Une autre question reçue à l'avance. Qu'est-ce que l'entrepreneur compte faire pour remplacer les arbres matures qui ont été abattus? Monsieur Dontigny. Il va effectivement avoir énormément de plantations, donc il va y avoir beaucoup de nouveaux arbres qui vont être plantés, ce qui va créer un nouvel écran qui va être très intéressant. Parfait, merci beaucoup. Ensuite, pour les prochaines questions, en fait, c'est des questions avec des plans et des demandes de précision sur les plans qu'on avait reçus. Donc, au niveau de la technique, je vous demanderai, s'il vous plaît, juste d'afficher la diapositive du PowerPoint. Ça va être plus facile pour la comprendre. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous expliquer ce qui est représenté ici dans le plan? Monsieur Dontigny, c'est des petites zones en cercle en rouge. Tout à fait, je les vois bien, en fait. Donc, sur le côté gauche, effectivement, ce qu'on voit, c'est un lien piéton, mais également un lien potentiel au niveau des services de sécurité incendie, donc pompiers, police ou autres, un lien multifonctionnel qui nous a été d'ailleurs soumis par la Ville pour différentes coûts demandés par la Ville pour des questions de sécurité. Parfait, merci. On revient à la question des armes avec des petites précisions supplémentaires. Suite au défrichage des sapins qui longeaient la cour, est-ce que le promoteur a l'intention de mettre un autre écran naturel? Et si oui, quelle sorte de végétation? Et sinon, pourquoi? Oui, tout à fait. En fait, ça sera fait. Ça sera voir éventuellement quelle essence et on va voir avec des architectes de paysage ou des ingénieurs forestiers sans problème. Et Madame Hébert, si je peux me permettre, sur la diapositive qu'on voit à l'écran, je crois que je n'ai pas répondu en fait aux parcelles de droite. Ah, allez-y. Donc, les parties de droite, en fait, c'est vraiment des liens piétons entre les trottoirs qui sont à l'intérieur du projet de bâtiments multifamiliaux, donc qui se rendent jusqu'à la rue qui est prévue à l'intérieur du projet. Merci beaucoup. Et ensuite, une question. Pourquoi ne pas faire sortir le trafic de ce quartier sur le boulevard Saint-Luc pour conserver les blocs appartements qui vous donneront 40 pas de plus? Vous y aviez un peu déjà répondu, mais est-ce que vous voulez, M. Dontigny, M. Caro, revenir sur la question? Donc, c'était vraiment suite à des échanges avec le MTQ et la Ville. Donc, le MTQ ne souhaitait pas voir 100% du projet circuler directement par le boulevard Saint-Luc. C'est pas dans la vision de, comme on dit, de faire des accès principaux à une route nationale, il faut passer par des collectrices avant.
Merci beaucoup, M. Carreau. Alors, on nous demande de préciser en quoi cette nouvelle version du plan répond aux préoccupations énoncées par les citoyens lors de la première proposition. Puis vous vraiment expliquer ce qui a été changé par rapport au plan précédent. En fait, il y avait vraiment 2 grands points qui revenaient dans les commentaires et les questions des gens, donc la circulation et l'école. Nous avons amoindri de beaucoup, en fait, énormément, même la circulation en donnant l'accès seulement par le boulevard Saint-Luc aux immeubles multilogements. On a enlevé la possibilité d'avoir une circulation en transit entre les quartiers. Au niveau de l'école, tous ont compris en fait que ce n'était peut-être pas l'endroit pour implanter une école suite à des échanges également avec la ville. Donc, dans le secteur, il y a beaucoup de terrains qui seraient beaucoup plus intéressants peut-être pour l'implantation d'une école. De plus, une grande quantité d'espaces verts a été cédée effectivement à la ville afin d'améliorer le projet. Je rajouterais aussi une plantation d'arbres d'environ 1000 arbres. Puis présentement, c'est un énorme îlot de chaleur. Vous pouvez aller voir sur les cartes du ministère de l'Environnement que c'est un énorme îlot de chaleur. Et il n'y a pas d'arbres du tout. C'est donc à part au pourtour. Puis nous, on va planter à peu près 1000 arbres. C'est ça qui va faire ça va aider au niveau du climat et tout ça. Là. Merci. Toujours concernant les arbres, on demande un peu quelle essence d'arbres vont être plantés. Puis si le plan a été, vous m'excuserez l'expression anglaise, greenwashé, à la manière des images de concept, ou si à chaque fois qu'on voit un rond vert, ça représente un arbre qui va être planté. Sinon, on peut y répondre aussi. Effectivement. Donc, effectivement, le plan n'a pas été greenwashé. Donc, éventuellement, en fait, on va regarder en détail la plantation avec une firme d'architectes de paysage afin d'assurer vraiment une belle qualité d'espace vert, d'espace de vie. Il n'y avait pas d'enjeu au niveau circulation. Nous avons quand même réduit celle-ci, prévoyant la sortie multifamiliale sur le boulevard Saint-Luc. Donc, nous avons vraiment tenu compte des préoccupations des citoyens de la ville de Saint-Jean. Merci beaucoup. Ensuite, je vais lire la question telle qu'on l'avait reçue. Avez-vous envisagé de déminéraliser la rue Léger puisqu'il y a une redondance à avoir 2 rues connectées au boulevard Saint-Luc aussi rapprochées? Ce que nous, on pense dans notre compréhension, c'est qu'on voulait davantage faire référence à la notion de démunicipalisation. Si notre interprétation est bonne, alors cette rue-là est une rue privée, non une rue municipale. Si ce n'était pas la bonne interprétation qu'on en a fait, si la personne qui était présente, et là, qui a posé la question est présente ce soir, peut-être juste nous le préciser dans le QA, si on a on n'a pas répondu à votre question ou mal interprété. Ensuite, autre question, pourquoi ne pas profiter de cette opportunité de requalifier le site pour créer un écoquartier? Plutôt que d'avoir seulement du résidentiel, pourquoi ne pas opter pour des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et ainsi créer un milieu de vie dynamique? Monsieur Dontigny? Donc, avec le COVID, c'est sûr que les habitudes des gens, en fait, ont changé ou vont changer. Donc, les locaux commerciaux ont pris évidemment un dur coup et pour l'instant, évidemment, ce n'était pas envisageable. Et de construire du commercial, en fait, pour ce projet-là, était moins envisageable. De plus, une circulation, si on viendrait ajouter des locaux commerciaux au rez-de-chaussée à l'intérieur du projet, donc on viendrait créer beaucoup plus de circulation au rez-de-chaussée à l'intérieur du projet, en fait, pour la circulation commerciale. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à la diapositive suivante dans ce qui est à l'écran parce que la question, il y avait également un plan. Je peux la changer. Alors, c'était quel est cet espace vide sans numéro cadastral? Donc, le lot qui se termine par, en fait, le lot 3 643 571, qui est illustré à cet endroit-là, dans un premier temps, il ne nous appartient pas. Dans un deuxième temps, la portion qui est en jaune est une portion qui est touchée par une servitude. Donc, je ne connais pas le détail. Par contre, ce n'est pas un vide cadastral. Vraiment, le lot 571 vient toucher jusqu'à notre limite de propriété. Donc, la portion qui est avec une ligne en noir un peu plus haut et une ligne en noir aussi sur le côté droit. Donc, il n'y a pas de vide cadastral réellement. Et si les gens veulent peut-être vérifier, ils peuvent aller sur le site du ministère, donc soit sur Infolo ou quoi que ce soit, sans problème. Merci beaucoup, M. Dontigny. Ensuite, pourquoi la boucle des fortifications n'est-elle pas aussi densifiée que l'autre boucle de la rue des Échevins? Encore une fois à vous, M. Dontigny. Une densité plus basse a effectivement été prévue sur le côté de la rue des fortifications, selon les propositions de la Ville, selon les échanges que nous avons eus pour l'instant.
Également, nous ne voulions pas densifier outre mesure donc tout le projet. On a gardé des très basses densités, donc autant du unifamilial isolé et du jumelé. Et sur le côté droit du plan, donc sur le côté plus de la rue des Échevins, à cet endroit-là, on a ajouté un petit peu de maison de ville. Super, merci. Il y avait une question aussi au niveau des infrastructures. Il fallait faire la séparation à cet endroit-là. D'ailleurs, les infrastructures étaient pensées avec le plan, même avec les rues qui allaient des échevins à fortification à cet endroit-là également. Donc, c'était une question naturelle de faire la séparation à ce moment-là. Merci, M. Poirier. Ensuite, pourquoi la cour des maisons de ville au fond du terrain est-elle plus large que celle des autres? M. Dontigny. Les maisons de ville ont sensiblement, approximativement, en fait, la même profondeur en fait, que les autres produits. Évidemment, je crois qu'on parlait peut-être un petit peu plus de largeur. C'est sûr que la largeur des terrains de maisons de ville, à l'occasion, en fait, c'est beaucoup plus étroit. Évidemment, on doit aller avec les limites directement du bâtiment. Dans certains cas, on peut avoir donné un petit peu plus de profondeur là, pour une bonne utilisation du terrain et assurer une belle qualité de vie, une belle qualité de projet. Je vous remercie. Ensuite, est-ce que les constructions seront faites selon les normes environnementales LEED? M. Dontigny ou M. Poirier? Effectivement, plusieurs points en fait, du LEED vont être utilisés dans le cadre de la construction. Parfait. Une autre question, est-ce que les résidences auront un toit végétal? Ce sera plus aux différents constructeurs à décider s'ils iront dans cette direction-là. Pour l'instant, on n'a pas d'indication en ce sens. Merci. Ensuite, comment allez-vous vous assurer que la Ville n'utilisera pas cet espace protégé pour faire passer une rue, notamment vers le golfe? Monsieur Dontigny. Pour l'instant, de notre côté, en fait, on n'a aucun accès de prévu sur ce côté-là. Il n'y a aucune demande non plus qui a été prévue par la Ville. Donc, de notre côté, il y a un espace vert qui est intéressant, en fait, qui donne une belle percée visuelle, tout simplement. Parfait. Maintenant, on va passer à la diapositive suivante parce que pour la question, il y avait encore une fois un plan. Merci. Alors, qu'est-ce que cette chose? Est-ce un accès pour une expansion future? Donc, on parle de la portion, j'imagine, en violet sur le côté droite du plan. Donc, la portion en violet, c'est vraiment pour une question de protection, pour une question de circulation. Donc, on appelle un virage en T. Donc, au lieu d'une pochette ronde, en fait, c'est un virage en T pour une circulation fluide pour les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules de déneigement. Donc, ça n'a pas été fait du tout là, pour des questions d'accès futur. D'ailleurs, le terrain de l'autre côté va être cédé à la Ville pour fin de parc. Donc, on n'aura pas l'occasion d'aller développer de l'autre côté. Merci. La question suivante. Sur le plan, il y a également un sentier pédestre qui traverse des maisons. Même si les maisons sont bordées de conifères, c'est très étrange comme aménagement. Est-ce que c'est plus un commentaire ou est-ce que vous avez un... On n'a pas vraiment compris peut-être de quel endroit il s'agissait. Si peut-être ça pourrait être précisé éventuellement, mais on n'avait pas directement saisi. Parfait. Dans le fond, effectivement, on pourrait y revenir ultérieurement. Ensuite, une autre question. Cela ferait plus de sens de favoriser l'unifamilial isolé dans cette zone-là. Ça permettrait aussi de réduire le nombre de portes et donc le trafic par conséquent et on rehausserait la qualité de la zone. C'est peut-être davantage un commentaire. Je ne sais pas si vous voulez vous exprimer à ce sujet-là. Effectivement, en fait, de notre côté, on a vraiment prévu une belle diversification en fait, de produits pour vraiment s'assurer de s'adresser en fait, à tous les types de ménages et aussi de bourses. La plupart des autres villes veulent encore beaucoup plus effectivement de densité. Il y a souvent même des densités qui sont obligatoires. Même la densité pour ce projet-là, en fait, est vraiment la densité que nous avons considérée vraiment minimum. Merci. Alors, une autre question qu'on avait reçue concerne les parcs. Alors, les parcs sont déjà pleins. Comment la Ville gérera l'impact de cette densification sur l'achalandage dans les parcs existants? Pour cette question-là, je vais peut-être demander à Mme Linda Bonneau qu'elle puisse répondre. Linda. Le son, Linda, le micro est coupé. Est-ce possible juste de répéter la question? Les parcs sont déjà pleins. Comment la Ville gère l'impact de cette densification sur l'achalandage dans les parcs existants? Actuellement, il y a une superficie à environ de 2500 mètres carrés qui est aménagée dans le parc des inventaires, qui est immédiatement adjacent là, au projet visé et d'ailleurs qui est accessible là, par le projet visé. Et dans le concept que vous venez de voir ce soir, il y a également un espace vert qui relie les deux cellules
qui a plus de 5000 mètres carrés et qui pourrait justement être aménagé pour des équipements supplémentaires. Le service des loisirs vont évaluer les besoins selon la clientèle du secteur. Donc, il va pouvoir y avoir d'autres équipements d'aménager à cet endroit-là. Merci beaucoup, Mme Bonneau. La question suivante, comment la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu va-t-elle s'assurer que ce qui est convenu sera respecté sans mauvaise surprise à la fin du projet? Je vais aussi vous transférer cette question-là, Mme Bonneau. Il y a plusieurs mécanismes réglementaires qui existent pour s'assurer de la conformité. Il y a également des amendes qui peuvent être prévues en cas d'écart et il y a des inspecteurs qui visitent les lieux de façon sporadique pour s'assurer que ce qui est convenu est réalisé comme tel. Merci beaucoup, Mme Bonneau. Donc, ça fait le tour des questions que nous, on avait reçues avant la séance de ce soir, mais c'est maintenant le moment de saisir les nouvelles questions ou celles qu'on n'aurait pas répondues dans le bouton Q&A ou QR dans le bas, dans le milieu de votre écran. Donc, pour messieurs, mesdames les panélistes, on va lire les questions. Si vous estimez que vous y avez déjà répondu ou vous avez plus ou moins de questions à ajouter, peut-être juste nous le mentionner, mais je vais quand même prendre par considération, lire ce qu'on avait reçu. Puis pour les gens qui participent, bien, soyez assurés que toutes les questions vont être incluses dans le rapport qui va être rendu public. Donc, il y a une trace écrite de tout ce qui est saisi dans le QA. On va commencer par la première. Alors, pour le parc aménagé adjacent à celui des inventeurs, pourquoi ne pas garder le boisé? Il y a plusieurs arbres et un bel état naturel qui serait beaucoup plus agréable de garder intact avec un sentier aménagé que de raser. Je pense que c'est davantage aux promoteurs, cette question-là. Luc, est-ce que tu vois exactement de quel endroit? Non, je ne comprends pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai sorti le plan. Moi non plus, je ne sais pas c'est où exactement. Et ce qu'on pourra faire à ce moment-là, c'est que la question, on la conserve, puis on pourra ajouter la précision. Quand on publiera le rapport, on pourra ajouter la précision. Ensuite, la fameuse petite bande le long du boulevard Saint-Luc qui n'est pas zonée unifamiliale, à quel zonage? Madame Bonneau, je pense que ça va être... C'est une petite bande qui ne dépasse pas la largeur où on retrouve actuellement les bâtiments. C'est différents types de commerces qui sont permis. Je n'ai malheureusement pas le détail, mais on pourra le décrire là, dans les réponses là aussi. Parfait, merci. Ensuite, un instant, on va passer avez-vous l'intention de planter des arbres matures? Vous avez déjà traité de la question, mais je vais quand même mentionner qu'elle a été posée à nouveau. Avez-vous l'intention de planter des arbres matures au moins 10 ou 20 pieds de haut? C'est peut-être pour la hauteur à ce moment-là qu'on précise, où les arbres ont été coupés. Non, parce qu'on ne peut pas planter des arbres de cette grandeur-là. Ils vont mourir de toute façon. Là. Donc, c'est impossible. Parfait. Ensuite, c'est un commentaire qu'on a reçu. On dit un beau projet résidentiel qui ajoute une plus-value à la communauté, de nouveaux parcs accessibles pour les familles environnantes. Bravo. Un commentaire qu'on partage. Ensuite, une question. Qui va décider du changement de zonage pour la zone de multilogement? Madame Bonneau, je vais vous l'envoyer. Oui. C'est le conseil municipal là, qui décide s'il désire procéder à un processus de changement au règlement de zonage. Donc, ultimement, c'est le conseil. Et les étapes à suivre vont vous être expliquées à la fin de la présentation. Puis, lors de ce processus-là, la population peut s'exprimer. Merci beaucoup. Ensuite, on avait la question suivante. Comment pouvons-nous estimer l'augmentation démographique de la région? Nouveau quartier, quartier des légendes, quartier des échevins. Au niveau du promoteur, est-ce que vous avez eu... C'est plus à la ville, d'après moi, de répondre à ça. Là. On ne connaît pas les autres projets en préparation. Désolé. Merci. On pourra préciser à ce moment-là, aller chercher l'information puis la rajouter quand on rendra le rapport public. Ensuite, on avait c'est un commentaire. Pouvez-vous, bonjour, je trouve que le projet est très bien, mais est-ce possible de retirer les entrées sur la rue des Fortifications et des Échevins afin d'avoir une seule entrée, soit le boulevard Saint-Luc? On la repartage. Ensuite, on avait une autre question concernant que le zonage est résidentiel. Serait-il possible de diminuer le nombre de multilogements près des maisons situées sur la rue des Fortifications et donc avec vue sur la cour arrière des citoyens?
ou peut-être considérer de diminuer le nombre d'étages d'endroits au projet résidentiel? C'est important, en fait, écoute, effectivement, donc, il est important, en fait, de bien comprendre. On a déjà échangé plusieurs fois avec la ville. On a diminué, quand on a éloigné vraiment les bâtiments, on a diminué. Et il ne faut pas avoir d'inquiétude sur les vues plongeantes. Donc, l'orientation des balcons a vraiment été, des balcons et des pièces de vie dans les bâtiments multifamiliaux ont été vraiment choisis, conçus afin de ne pas avoir de vues plongeantes tout à fait dans les cours des bâtiments unifamiliaux voisins, ce qui pourrait être effectivement désagréable pour les différents citoyens du secteur. Merci. Je pourrais rajouter aussi là, qu'on parle de 2-3 voisins, là, on ne parle pas de 50 voisins. Puis c'est important de mettre une diversité de produits. Puis au niveau économique aussi, ce n'est pas tout le monde qui sont capables de se payer des maisons de 400 000. Là. Donc c'est important d'avoir différents produits pour avoir la clientèle de tous les âges, de toutes les familles, les personnes seules, les personnes à la retraite, etc. Donc, d'avoir des multilogements, c'est très important. Puis, on n'a mis vraiment pas beaucoup, là. On a mis le minimum possible. On les a mis à l'endroit où ça dérangeait le moins. Donc, on parle de 2-3 voisins, là. Fait que ce serait illogique d'enlever l'accessibilité à ce projet-là à un paquet des dizaines de personnes juste pour 2-3 voisins. Merci. Parfait, merci. Ensuite, on avait une question concernant la zone tampon. Pourriez-vous envisager de prolonger la zone tampon de manière peut-être du côté de la rue des Fortifications, le long des cours des maisons de la rue Jean-François Chabot, afin de remplacer l'écran naturel de sapin? Sinon, pourquoi? Il y a effectivement, en fait, à cet endroit-là, en fait, ce n'est pas une zone tampon qui a été prévue de céder à la ville. Par contre, en fait, c'est important de comprendre que la ville nous a demandé, en fait, de faire des terrains qui étaient plus profonds. Donc, ce qu'on a effectivement accepté. Et il va y avoir une plantation également là, pour s'assurer d'une belle zone tampon, une belle, un beau couvert forestier, en fait, qui va être créé par la plantation. Parfait. Une autre question. Est-ce que vous auriez de l'avant sans tous les immeubles de 4 étages à 22 logements et autres? Davantage pour le promoteur. Vous voulez dire d'aller plus haut comme logement? Est-ce que vous auriez de l'avant sans tous les immeubles de 4 étages à 22 logements et autres? En fait, je crois que c'est important, là, pas juste pour moi, là, parce que faut comprendre qu'on vend au pied carré. Là, on ne vend pas plus cher un terrain de multilogement plutôt qu'un terrain d'unifamilial. C'est le même prix qu'on vend à tous les constructeurs. Donc, pour moi, je n'ai aucun avantage. Par contre, pour le projet, c'est un énorme avantage d'avoir différents produits. Puis, je pense que les gens de la ville comprennent ça. Puis, ce n'est pas vrai que faire juste des unifamiliales, ça serait un plus beau projet. Ce n'est pas vrai. Il faut, dans n'importe quel projet, il faut différentes types de typologie, en fait. Et pour les différentes bourses également, là, on ne veut pas un quartier juste pour les plus nantis. Là. On veut vraiment un quartier pour tout le monde. Puis, ça prend essentiellement une mixité. Puis, c'est ça qu'on le fait. Puis, on est très fiers. Puis, comme je vous ai dit, on est le minimum que je n'ai jamais vu dans aucune autre ville. C'est un projet que je vous présente aujourd'hui. Merci, M. Poirier. Alors ensuite, pourquoi y a-t-il une bande verte plus grande le long du golfe côté ouest, alors que ce serait plus intéressant pour les gens de la rue Chabot? À cet endroit, en fait, écoute, la bande qui est adjacente au golfe, donc c'est vraiment une zone de conservation qui est déjà prévue donc dans les documents de la municipalité de la ville de Saint-Jean. Et en fait, on a respecté entièrement les portions de conservation qui nous ont été demandées par la ville. Merci. Ensuite, on a la question, combien de maisons au nombre de portes au total? Je l'ai ici. Donc, on parle de 22 maisons unifamiliales isolées, 68 en unifamiliales jumelées, 102 en maison de ville et 122 en multifamiliales. Donc, 314 unités au total. Donc, et ça va pouvoir être transmis là, dans vos documents prochainement. Merci. Ensuite, est-il encore possible d'envisager de diminuer à 3 étages les bâtiments multilogements? Visuellement et architecturalement, ce serait beaucoup moins massif.
Non. Une des raisons, c'est que la densité, on parle de 22 logements à l'hectare. Là. Il n'y a aucune ville qui accepte ça présentement. Là. Tout le monde demande minimum 30 logements à l'hectare dans toutes les villes que je connais. Donc, diminuer ça encore, ce serait illogique. Là. En fait, ce n'est pas développement durable de diminuer trop la densité. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes les villes qui vont plus dans le côté développement durable, ben, ils veulent la densité. Puis nous, on a fait un compromis avec les demandes. En fait, on vous a écouté. On a écouté la ville qui ne voulait pas beaucoup de densité. Puis on a fait le minimum là, qui est raisonnable. Merci, M. Poirier. La question suivante. Pourquoi donner le nom Domaine des légendes alors qu'il y a déjà le quartier des légendes? Il y aura confusion et ça crée une hiérarchie entre les deux quartiers. Sérieusement, c'est moi avec différents constructeurs qu'on a regardé ça. Mais si vraiment c'est un problème, c'est pas en fait, c'est pas un problème pour moi de le changer. S'il y a quelque chose, là, vous pouvez m'écrire et me suggérer peut-être des noms. Là. Puis je vais prendre en considération. J'ai aucun problème de changer de nom. Là. Merci. Puis ensuite, est-ce que vous prévoyez un réseau de distribution électrique souterrain ou aérien, si aérien avant ou arrière l'eau? Je peux répondre. Aérien, on ne voit plus ça en avant l'eau. Les villes demandent arrière l'eau, mais nous, on s'en va souterrain là, dans ce projet-là pour avoir un pas mal plus beau projet quand c'est souterrain. Merci. La question suivante. Dans sa présentation du mois de novembre, M. Dontigny avait affirmé qu'un arpenteur avait été mandaté pour préserver les arbres de bonne dimension, mais ils ont été coupés. Donc, M. Dontigny, je ne sais pas si vous voulez revenir. En fait, plusieurs arbres ont quand même été conservés. Il y a certains arbres, effectivement, qui ont été coupés, mais plusieurs arbres ont été conservés, en fait, notamment les arbres qui se trouvent dans les zones de conservation. Merci. Alors, la question suivante. J'aimerais savoir de quelle manière vous protégerez le ruisseau du coteau au bout de la rue des Échevins. Sur les plans de Google Maps, le ruisseau n'apparaît pas au bout de la rue et une simple visite sur les lieux nous permet de voir que oui. Je veux m'assurer que ce ruisseau que vous devez traverser restera à découvert et sera protégé. Tout à fait. En fait, c'est un excellent point. Le côté environnemental est excessivement important et de toute façon, on n'a pas le choix de s'y conformer. Un biologiste, en fait, a été mandaté afin d'aller relever le ruisseau, afin d'aller prendre connaissance de la situation. Un arpenteur a été mandaté également pour aller relever la position exacte du ruisseau. Et les moyens qui sont pris pour le protéger, en fait, c'est tout simplement qu'on ne lui touche pas du tout. Donc, on le conserve à 100% dans son intégralité. Merci pour la réponse. Ensuite, une autre question. Vous mentionnez 314 portes. Combien de portes si le projet demeure unifamilial? L'exercice, donc on parle peut-être, j'imagine, d'unifamilial isolé. L'exercice n'a pas été fait. J'imagine qu'il y a peut-être un 30 à 40% de différence, mais c'est difficile à estimer peut-être. De toute façon, c'est vraiment pas développement durable de faire que du unifamilial isolé. C'est illogique dans le contexte du changement climatique et tout ça. Là. Donc, ça serait illogique. Merci. Dans les autres commentaires, davantage que des questions qu'on a reçues, on a dit « Wow, c'est un beau projet, j'adore ». On a dit « En fait, nous sommes pour le projet, mais pas pour ouvrir sur la rue des légendes ». Dans un autre commentaire, je suis un des 2 ou 3 voisins qui auront la chance d'être affectés par les multilogements en échange de maison, M. Poirier. Sérieusement, je pourrais l'acheter, votre maison, si vous voulez me la vendre, il n'y a pas de problème. Nous, on va pouvoir loger des travailleurs là et tout, donc je pense que ça va faire des heureux. Là. Merci. Ensuite, si on regarde, on a pas mal fait le tour des questions qu'on avait reçues, puis dans le temps qu'on s'est imparti aussi pour passer aux thématiques suivantes. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, mais vous pouvez les partager à l'adresse qu'on va vous mentionner à la fin, puis on va pouvoir les inclure et les partager là, au conseil municipal. Donc, on passerait maintenant au thème suivant, soit celui des écoles. Donc, d'entrée de jeu. Je vais dire, est-ce que les écoles et garderies du quartier peuvent accueillir autant de nouveaux ménages alors que les écoles semblent déjà à pleine capacité? Est-ce que les étudiants actuels devront être déplacés dans d'autres écoles pour faire de la place pour ces nouveaux étudiants en ayant comme explication que les nouveaux étudiants sont plus près de l'école? Pour répondre à cette question-là, je vais céder la parole à M. Daniel Dubois. M. Dubois.
Donc, suite à la rencontre, à la dernière rencontre des citoyens au mois de novembre dernier, la direction générale de la Ville a poursuivi ses discussions avec le centre de services scolaires. Donc, comme vous le savez, l'école de Savane a 2 édifices actuellement, donc la Providence et Sacré-Cœur. Et il y a une capacité totale dans cette école-là de 34 groupes, 34 classes. Actuellement, à l'heure où on se parle, il y a 33 groupes. Donc, on peut considérer que l'école est presque à pleine capacité. Dans un horizon des 5 prochaines années, selon la vision du centre de services scolaires, il prévoit à l'heure actuelle, sans considérer le développement du 371 Saint-Luc qui vous est présenté ce soir, il prévoit une légère baisse de fréquentation pour cette école-là. Bon, naturellement, considérant le projet actuel, oui, c'est bien sûr que c'est susceptible de déborder de la capacité de l'école. Bon. Ce qu'il nous partageait aussi, c'est que le projet actuel est dans un rayon de moins de 1,6 km de l'école de Savanes. Donc, s'il y avait des transferts d'étudiants à faire, d'élèves, ce ne serait pas, dans un premier temps, les élèves qui sont dans le rayon du 1,6 km, ce seraient des élèves qui sont transportés déjà par le service de transport scolaire. Il faut aussi considérer, il y a déjà une étude en cours actuellement auprès du centre de services scolaires parce que l'école actuelle des Savanes, dans son concept actuel, n'a pas la capacité d'accueillir des élèves de maternelle 4 ans. Donc, ils planchent actuellement déjà sur la possibilité d'agrandir l'école actuelle pour se préparer à recevoir les maternelles 4 ans. Donc, ça, c'est l'état actuel des choses. Pour le reste, bien, tout est à développer dépendant de la tendance et de la décision qui sera prise sur le développement du projet qui vous est présenté. Merci beaucoup, M. Dubois. Donc, si maintenant on passe aux nouvelles questions, commentaires concernant le sujet des écoles, on en a déjà reçu quelques-uns. Vous pouvez utiliser le bouton QA encore une fois dans le bas de votre écran. Alors, on a comme question, est-ce que le centre de service scolaire a été impliqué dans le développement? Ont-ils émis une opinion sur leur capacité à accueillir les élèves? Et vous avez déjà répondu là, à cette question-là, M. Dubois. Concernant les écoles, on a reçu des questions liées beaucoup, c'est ça, aux besoins des écoles. Puis ce point va continuer d'être discuté avec le centre de service scolaire des Hautes-Rivières. Comme l'a mentionné M. Dubois, bien, je pense que c'est vraiment un sujet d'actualité actuellement. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions commentaires concernant le sujet? Donc, à ce moment-là, on m'indique qu'on a fait le tour pour les questions des écoles. Vous pouvez toujours, encore une fois, nous les poser par la suite jusqu'au 21 mai, puis on va les inclure dans le rapport et on va adresser la préoccupation. Par la suite, on va maintenant passer à une question qu'on va intituler Varia. Est-ce qu'il y avait des questions liées au projet auxquelles on n'a pas répondu et que vous aimeriez nous adresser? Pour cette question-là, bien évidemment, on n'avait pas de questions prises à l'avance, donc je vais lire ce qu'on a reçu à ce stade-ci. Pourriez-vous expliquer le processus de traitement des commentaires formulés et la façon dont on retient ou dispose des observations formulées dans le cadre de la consultation? Et je vais revenir un peu à ce qu'on avait dit en début de la rencontre. Dans le fond, je vous ai expliqué le processus interne là, pour le partage des préoccupations. Puis pour l'intégration des commentaires vraiment qui ont été faits spécifiquement concernant le plan, je vais transférer la question peut-être au promoteur, soit M. Dontigny, ou savoir comment les commentaires aujourd'hui formulés vont être intégrés. Oh, votre micro, M. Dontigny. Donc, effectivement, en fait, on a pris quelques... Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Donc, effectivement, en fait, nous avons pris connaissance, nous avons pris des notes sur les différents commentaires. Moi, j'ai un problème avec mes écouteurs, je crois. Donc, notamment concernant l'ajout d'une piste cyclable près de la rue Labrosse, ce qu'on va tenir compte. On va échanger avec la Ville et suivant les dernières, les petites modifications qui pourraient être demandées ou proposées, nous pourrons effectivement nous ajuster. Merci. Ensuite, c'est davantage peut-être un commentaire à mentionner. Un citoyen nous dit « Ce n'est pas rassurant pour les citoyens d'entendre que le processus doit aller rapidement à cause des élections. On ne veut pas de décision prise trop rapidement. C'est nous qui allons vivre avec les conséquences d'une manière définitive.
qui en sortira gagnant. Ensuite, on a un autre commentaire. En passant, j'aime la présentation de M. Poirier comparée au mois de novembre. Belle attitude. Donc, je suis plus à l'écoute et le nouveau plan est très bien. Un autre commentaire général. Ensuite, une autre question qui serait davantage pour le promoteur. Quand advenant l'acceptation du projet, la finalité complète serait pour quelle année? Ça va dépendre beaucoup du ministère de l'Environnement. Le délai qu'eux ont, c'est à peu près 1 an. Donc, aussitôt qu'on a le changement de zonage de fait et que le plan des services est fait avec le service des services de la ville, comptons 1 an, puis on est prêt à démarrer. À partir de là, tout va aller très vite parce qu'il y a énormément de demandes de gens du secteur qui ont hâte de s'acheter une nouvelle maison ou de déménager. Donc, ça va aller très vite par la suite. Donc, c'est à calculer qu'à peu près, mettons, 7 mois de changement de zonage, après ça, 1 an pour avoir les autorisations du ministère, puis après ça, on débute. Merci. Dans le fond, ça recoupe un peu une autre question qu'on avait eue. Quand prévoyez-vous débuter le projet? Je pense que vous... Bien, le plus vite possible, on est tributaire de tout le processus là, réglementaire et environnemental. Merci. Il y avait une autre question. Est-ce que les résidents actuels du secteur seront responsables d'une partie de la facture concernant les infrastructures et l'urbanisation? Non, depuis plusieurs années, là, les nouveaux projets dans toutes les villes, là, pas juste Saint-Jean, mais dans toutes les villes, c'est le promoteur-payeur. Donc, tous les frais, l'ouverture des rues et tout ça, c'est le promoteur. Puis, avec les taxes de bienvenue que le projet va générer, bien, la ville va avoir assez de sous pour aménager les parcs et tout ça. Donc, pas de question. Et non, là, les citoyens qui sont là n'ont pas rien à débourser. Ils ne débourseront rien. Merci. On a eu un commentaire à l'effet que dans le cadre d'une prochaine consultation publique, ce serait intéressant d'avoir un intervenant du MTQ qui pourrait revenir parler de l'élément de circulation. Ensuite, je vais essayer de... savez-vous déjà qui seraient les constructeurs pour les maisons unifamiliales? Oui, on les connaît. Il y a M. Rioux de... Je ne me souviens plus le nom de sa compagnie, mais c'est Hugo Rioux. Il y a également Habitation Pilon. Il y a également Jean Pessa de Pur Urbain. Et il va y avoir Poirier Construction qui va faire un petit peu d'unité également. Merci. Ensuite, est-ce que c'est possible qu'il y ait une cour à scrap de camions lourds ou légers demain encore? Oui. Merci. Ensuite, il y avait une question, je vais essayer de résumer. L'article du Canada français du 11 mars 2021 vient dire que le projet a été refusé et que M. Poirier désirait revendre. Y a-t-il du nouveau? Oui, il y a toujours 2 compagnies de scrap qui sont intéressées, dont la plus grosse compagnie au Canada. Donc, espérons que ça n'aille pas là pour le bien de tous. Mais oui, c'est toujours une possibilité. Merci. On a eu la question à savoir pourquoi on ne voit pas les commentaires des citoyens. En fait, la fonction QA qu'on utilise ce soir, ça nous permet d'exporter un rapport de l'ensemble des commentaires et questions. Puis, dans le fond, on le fait aussi comme ça en cumulant toutes les questions et réponses. Les questions dans cet outil-là, ça nous permet, là, nous, de générer un rapport qu'on peut ensuite rendre accessible rapidement en ligne, comme on avait fait la dernière fois au mois de novembre. Donc, dès le début de la semaine prochaine, vous allez pouvoir voir les questions qu'on avait reçues. Donc, c'est vraiment ça. Puis vous allez avoir accès à l'ensemble des questions et commentaires qui vont avoir été faits en amont aujourd'hui sur le site web de la Ville. Donc, ça va être rapidement possible de les consulter. Vous pouvez toujours également consulter celles qu'on avait mises en ligne suite à la séance du mois de novembre. Lors de la séance d'information du 13 mai dernier, un problème technique a impacté l'enregistrement du dernier 15 minutes du webinaire. Nous avons réenregistré la portion manquante de l'enregistrement initial puisque cette information a été partagée avec les participants présents lors de la rencontre. Sachez que toutes les questions et commentaires émis dans la rencontre jusqu'à la fin ont été captés et sont accessibles sur le site web de la Ville au sgsr.ca/371-boulevard-5-luc. Alors, je vous rappelle que tous les commentaires et interventions concernant le projet qui ont été posés à ce jour, ainsi que ceux reçus à l'avance, seront publiés sur le site web de la Ville.
et vous avez jusqu'au 21 mai pour nous faire parvenir vos commentaires supplémentaires à l'adresse participationscitoyenne@sjsr.ca. Tous les commentaires seront transmis au conseil municipal qui en prendra connaissance lors de cette délibération au comité plénier du 25 mai précédant la séance. C'est lors de cette séance que le conseil se prononcera sur l'adoption du projet de règlement et de l'avis de motion. Ce point sera à l'ordre du jour de la séance puisque ce dernier est diffusé le vendredi précédant la séance ordinaire. C'est bien lors du plénier du 25 mai que le conseil décidera s'il souhaite garder ce point à l'ordre du jour ou le retirer. S'il choisit d'aller de l'avant à ce moment, la consultation citoyenne se poursuivra, mais dans le cadre prévu du processus légal pour une modification du règlement de zonage. Voici maintenant les prochaines étapes. Si le conseil décide d'aller de l'avant. Adoption du projet de règlement et de l'avis de motion 25 mai. Avis écrit tenant lieu de consultation publique, date limite 7 juin. Adoption du second projet de règlement 22 juin. Avis écrit tenant lieu de demande pour la tenue d'une journée d'enregistrement, date limite 28 juin. Adoption du règlement ou adoption d'un règlement distinct tenue d'une journée d'enregistrement, 13 juillet. Avis écrit tenant lieu de journée d'enregistrement, date limite 20 juillet. Adoption par le conseil municipal de la date de scrutin référendaire si applicable, le 24. Comme vous pouvez le constater, si ce processus va de l'avant, vous pourrez continuer à vous exprimer selon les mécanismes prévus dans le contexte légal du processus d'urbanisme, les porte-voix sur les éléments qui ont été mentionnés plus tôt. Les démarches de participation citoyenne en amont du cadre légal permettent de recueillir les préoccupations pour faire évoluer un projet. Le processus légal permet lui aussi de s'exprimer, mais à savoir si on est favorable ou non à ce projet. Nous allons maintenant à la fin de la séance. Au nom de la Ville, je tiens à remercier tous les intervenants de ce soir et surtout tous les citoyens pour leur participation. Dès lundi prochain, le 17 mai, sera en ligne la présentation PowerPoint faite ce soir, ainsi que l'enregistrement de la séance et les questions reçues en amont. Vous avez jusqu'au 21 mai pour transmettre des commentaires écrits à l'adresse participationcitoyenne@sjsr.ca. Avant le 25 mai, la liste des questions et des commentaires reçus dans le cadre de tout ce processus seront publiés sur le site web de la Ville. Merci et bonne soirée.